Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Lemarchand, CEO du Family Office Nouvel Atlas. Bonjour Antoine. Bonjour Ariane. Merci de ta venue sur cet épisode. Alors pour le démarrer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton parcours académique et également de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, très rapidement, moi j'ai une formation en commerce international que j'ai poursuivi ensuite 10 ans après par un MBA en finance. Et dans ma carrière professionnelle, j'ai démarré chez Canal+ pendant 3 ans, en France comme en Scandinavie, notamment sur toute la partie fidélisation des clients, CRM, etc. Quand je suis revenu en France, j'ai monté une entreprise avec 2 amis sur le CRM, qui est une place de marché de mise en relation entre entreprises et prestataires de CRM, marketing direct et centre d'appel. Nous nous sommes fait racheter par un groupe de salons professionnels, un groupe anglais. Et puis ensuite, j'ai basculé dans le commerce parce que moi, mon grand-père était commerçant, mon père était commerçant. Et j'ai racheté une petite entreprise avec plusieurs magasins qui s'appelle Résonance, une sorte de quincaillerie, droguerie d'un nouvel âge, plutôt moderne. Et puis et qui s'appelle Résonance parce que ce sont que des produits qui évoquent une histoire pour les clients, une histoire de leur enfance, de leur maison d'enfance. Et donc ce sont des produits de quincaillerie, de droguerie et de décoration. Et puis après ça, j'ai vendu cette entreprise que j'ai dirigée pendant 7 ans. J'ai fait mon MBA dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était à HEC, NYU et puis LSI à Londres. Et puis ensuite, j'ai rejoint Nature et Découverte, qui était créé par mes parents en 1990, donc il y a 33 ans, pour en fait lui donner un peu une continuité, parce que moi, mon père était aux manettes de cette entreprise, mais il voyait que la croissance de cette entreprise allait se faire plutôt dans le monde digital, dans le monde du CRM également, et puis également à l'international. Et c'était pas forcément sa tasse de thé. Lui, ce qu'il aimait, c'était développer les produits, quelques magasins en France, mais pas forcément les nouvelles technologies, l'ère du digital, etc. C'était moins son truc. Et donc, je lui ai proposé de reprendre les rênes de Nature et Découverte pour la développer sur les secteurs dont je viens de te parler. Ainsi que toujours une expansion internationale de nos magasins. Voilà, donc j'ai été dirigeant très heureux de ça, et puis ma famille et moi avons vendu Nature Découverte au groupe Fnac Darty en 2019. Et suite à ça, j'ai accompagné l'entreprise pendant 2 ans. Et puis après, j'ai dirigé, en fait, on a monté un Family Office, donc Nouvel Atlas, comme tu le disais, qui est adossé à Mercator, qui est une holding aussi familiale. Et mon job, c'est de réemployer ce que nous avons gagné avec la vente de Nature Découverte dans divers secteurs et divers supports d'investissement, qui peuvent être des fonds comme des entreprises en direct.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de Nouvel Atlas, son histoire, qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de créer Nouvel Atlas? Quelle est la thèse d'investissement aussi? Alors, comme je le disais, Nouvel Atlas, c'est une holding d'investissement direct dans des entreprises, dans 3 secteurs qu'on a monté il y a 1 an et demi. Premier secteur, c'est l'outdoor, que vous connaissez bien. Ça peut être des marques, de l'hospitality, en tout cas plutôt des marques, on va dire. Moins du retail ou moins en tout cas d'intermédiaires. Deuxième secteur, c'est plutôt l'éducation et l'information, avec un prisme assez fort sur l'écologie, le plein air en particulier. Et puis le troisième secteur, c'est accompagner des savoir-faire artisanaux français, européens. En fait, c'était un peu les fournisseurs de Nature Découverte, on va dire. On voyait des gens qui avaient un savoir-faire extraordinaire et parfois qui savaient pas bien se vendre. Pas bien se commercialiser, pas bien marketer aussi leur offre. Et nous, on leur proposait chez Nature Découverte de non seulement évidemment les commercialiser, mais également de les accompagner sur parfois des concurrents ou même du online pour une distribution. Et donc en fait, à un moment, on s'est dit pourquoi Nouvel Atlas n'investirait pas chez ces fournisseurs qui étaient les nôtres, mais plein d'autres personnes qui aujourd'hui composent un artisanat français européen, un savoir-faire en tout cas singulier qui mérite d'être développé, comme par exemple le réseau des entreprises du patrimoine vivant, on en parle beaucoup en France. Oui, les EPV, ouais. Les EPV, voilà, et donc les EPV qui sont un savoir-faire unique en porcelaine, verrerie, mais également culinaire. Il y a plein de métiers, plein d'entreprises extraordinaires là-dedans qui peuvent être des PME, des grosses PME ou des ETI. Qui méritent d'être développés, et donc en fait on aime bien investir également là-dedans. Ça c'est le job de Nouvel Atlas. Et puis Mercator, donc qui était la holding, qui était la structure familiale historique, qui était la propriétaire de Nature Découverte. Elle investit plutôt dans des fonds d'investissement et des fonds d'investissement d'impact. On parle beaucoup du terme d'impact. Je vais dire c'est plutôt des entreprises des fonds qui ont investi dans des entreprises engagées dans la transition écologique. Ça peut être du nouveau bâtiment, des nouvelles énergies, la mobilité, voilà. Mais ça, on le fait au travers de fonds, donc des gens dont c'est le métier d'accompagner des entreprises plus ou moins jeunes. Si on revient à Nouvel Atlas, est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms d'entreprises dans lesquelles vous avez fièrement investi, que ce soit dans l'outdoor, l'éducation ou les savoir-faire? Oui, alors on a plutôt investi. Alors bon, pourquoi l'outdoor? Parce que en fait, nous, c'était aussi le secteur qui nous plaisait le plus chez Nature Découverte. Chez Nature Découverte, c'est un concept store avec plein d'univers différents, du bien-être, du jeu jouet, des livres, de l'outdoor, de l'astronomie. Et du jardinage. Et puis évidemment la partie outdoor, elle était dans notre ADN, puisque mes parents ont créé Nature Découverte en pensant à nous quand on était louveteaux et scouts. Donc déjà les premiers produits qui ont été mis dans des magasins de Nature Découverte en 90, c'était des boussoles, des traces d'animaux, des chapeaux scouts ou des bâtons de marche. C'était un magasin pour nous en fait. C'était là où on allait faire notre shopping à chaque fois qu'on perdait notre couteau suisse ou autre. C'était là où on allait. Et puis après, ça s'est élargi sur plein d'univers. Donc pour revenir à Nouvel Atlas, on a plutôt investi effectivement en premier dans l'outdoor. On est par exemple un investisseur assez important de Millet-Lafuma. Là, on s'est mis en fait en association avec la famille Millet qui a racheté cette entreprise il y a peu de temps. Et on embrasse bien fort Romain Millet d'ailleurs. Ah, bien sûr, voilà. Romain est connu comme le loup blanc, en tout cas à Annecy, qui fait un travail formidable. Donc moi, ma famille est très fière d'accompagner Romain. Et puis Romain a son oncle Jean-Pierre Millet qui est aussi un gros investisseur principal, en tout cas de Millet-Lafuma. Et puis on est aussi aux côtés d'un fonds qui est spécialisé dans le sport, qui s'appelle ISC. Inspirational Sport Capital, je crois que c'est ça son titre. Je salue les deux fondateurs, dont Lucien Boyer et Laurent Damiani. Qu'on va interviewer dans pas très longtemps. Ils m'ont dit ça, mais en tout cas, voilà. Donc ça c'est
assez gros investissement pour nous. En tout cas, on a aussi co-investi dans les vélos moustaches, vélos électriques moustaches. On a co-investi dans les vélos Origine, qui est une très belle DNVB sur les vélos de course, gravel et un peu VTT, qui est du Nord. Hein. Pour une fois, c'est pas Annecy. Chiloé également, qu'on a racheté cette fois-ci. Donc là, toutes les positions qu'on a prises étaient des positions assez importantes, mais en minoritaire. Chiloé, c'est en majoritaire. On est très fiers d'accompagner cette belle équipe qui est à Annecy, qui fait de la micro-aventure, mais qui est aussi un média pour toute une communauté de gens assez jeunes, très engagés pour une vie plus locale. Donc, ça a démarré évidemment par la micro-aventure, mais en fait, la thématique abordée au travers du média Chiloé, c'est aussi une vie plus locale, une consommation plus locale, et ça n'est pas que du tourisme. Voilà, entre autres, une très belle marque également, j'oublie, on a une douzaine d'investissements, donc je vais pas tous les citer parce que c'est un peu long, mais une très belle marque de télescope connecté qui s'appelle Vaonis et qui est située à Montpellier. Et ça, c'est une vraie prouesse parce que en France, on n'aime pas trop le hardware, on est plutôt software, service ou autre. L'industrie est un peu le parent pauvre en France. Et eux, en fait, il y a le dirigeant de Vaonis, Cyril Dupuis, est un passionné d'astronomie et son rêve, c'était de faire un télescope, mais connecté. C'est-à-dire, je peux me connecter à tous les possesseurs de télescopes Vaonis pour échanger mes fichiers, mes clichés surtout, et la superposition de clichés d'une planète, d'une étoile, va faire un cliché extraordinaire et que je peux partager sur les réseaux sociaux ou je peux faire développer. Voilà. Donc en fait, je ne suis pas tout seul avec mon télescope. Je fais partie d'une communauté d'amateurs éclairés d'astronomie. Voilà. Donc quelques investissements entre autres. Alors ça, c'est l'outdoor, pardon, mais j'ai peu parlé des deux autres secteurs, mais qui sont peu développés. Encore une fois, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai démarré cet investissement avec Nouvelle Atlas. Dans l'éducation, on accompagne School Lab, qui est un incubateur d'entreprises, mais surtout un incubateur pour apprendre aux entreprises le design thinking, l'innovation à impact. Une belle entreprise à peu près d'une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui héberge en tout cas des entreprises plus ou moins grandes pour leur apprendre à innover pour un meilleur impact. Tu as dit tout à l'heure que c'était un family office, Nouvelle Atlas. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce terme-là, ce qu'est un family office? Bien sûr. Alors c'est assez simple. C'est un peu même prétentieux de dire qu'on est un family office. On est une holding familiale. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'un family office, il y a deux mondes. Il y a les multi-family office. Ce sont des gens qui proposent aux familles de gérer leur patrimoine en fonction de leurs priorités d'investissement, mais leurs priorités également de secteur, sans forcément se prendre la tête avec le day-to-day business qui est cet investissement, ce placement, ces priorités financières. Donc en fait, vous sous-traitez un multi-family office, donc qui gère plusieurs familles et qui en fait, en gérant plusieurs familles, s'enrichit en fait de la culture familiale des 10, 15 ou 20 familles que ce multifamily office accompagne. Et puis un mono-family office, c'est en général quand une famille a un patrimoine qui est assez substantiel, il peut se permettre de recruter chez lui un ensemble de fonctions et notamment un dirigeant qui va gérer lui-même son patrimoine, qui va le répartir en fonction des risques, dans des entreprises plutôt matures ou moins matures, dans des fonds. Pareil, les fonds, il y a tout type de fonds qui existent. Il y a des fonds qui accompagnent des entreprises très récentes. Ça va être du venture, comme des entreprises plutôt matures, qui peuvent être des fonds qui accompagnent des entreprises en LBO, donc qui font appel à la dette pour du financement. Et puis vous avez des fonds aussi sur l'infrastructure,
donc qui accompagnent des très gros projets. On entend beaucoup parler de projets énergétiques en ce moment, sur des réacteurs, des éoliennes et autres. Ça, c'est plutôt des fonds infrastructures, donc c'est du plus gros. Mais voilà, la différence entre un family office, un mono et un multi, c'est que souvent les multis sont sous-traités et qu'un mono, c'est vous-même qui gérez et employez une équipe. Alors nous, c'est un peu ce que nous avons. On a une holding avec une équipe de 7 à 8 personnes chez nous qui assure un job aussi bien fiscal, légal, immobilier. Parce que, en général, dans une famille, vous avez un peu une quille immobilière qui est là en cas de coup dur sur les autres investissements plus risqués, même si l'immobilier peut être très risqué également. Juridique, comptable, et qui sont des gens qui, moi, m'accompagnent au quotidien pour structurer des deals, faire des audits aussi de l'entreprise. Quand on voit une entreprise qui nous intéresse, il y a tout un process qu'il faut pas louper, de due diligence, de LOI, etc. et qu'il faut bien préparer. C'est un peu comme un peintre qui va bien préparer son mur avec une couche, 2 couches, 3 couches, et un jour il va peindre. Voilà. Donc ça, c'est le métier du family office. Et justement, est-ce qu'on peut faire un zoom sur ton métier au sein du family office? C'est quoi ton quotidien de travail, tes grandes activités, tes grandes missions? Je dirais que la première chose, c'est de piloter cette équipe dont je vous parlais, parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de projets, beaucoup de sollicitations. Le jour où vous vendez un actif comme Nature Découverte, forcément, votre téléphone sonne beaucoup. Non seulement des gens qui vous disent confiez-moi votre argent, je vais vous le rendre au centuple, comme beaucoup d'entreprises, et notamment dans le monde écologique, on a reçu énormément de sollicitations parce que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, beaucoup de jeunes entrepreneurs se lancent dans les entreprises à impact. Donc on reçoit énormément de dossiers d'entreprises, de fonds, de multifamily office également. Et en fait, mon job, c'est de trier ça. T'as une idée de combien de dossiers d'entreprises qui demandent du financement tu reçois par an ou par mois? Oui, on doit recevoir au total, je dirais, à peu près 50 dossiers par mois dans ces eaux-là, entre fonds et entreprises cumulées. Ouais, donc ça fait quand même pas mal de boîtes à la fin de l'année, 600 peut-être au total. Ce qui est pas forcément énorme aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'est pas encore très connu. Un fonds installé va investir sur peut-être 1% des dossiers reçus. Et donc, ils ont, en général, dans un fonds, il y a une quinzaine de boîtes, vingtaine de boîtes. Donc, il y a un tri impitoyable qui s'est fait auparavant pour ça. Mais 50 dossiers, il faut quand même les analyser. Enfin, ça prend du temps. Si tu veux travailler sérieusement. Absolument. Alors après, ça peut aller très vite parce que il y a des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont trop petites pour nous. Quand on se lance ça c'est un conseil, mais c'est un bon copain investisseur, il m'avait dit déjà 2 conseils. La première, c'est que la première année, n'investis pas. Regarde comment ça se passe. Essaye de comprendre la première année après avoir vendu. Et ça, c'est vrai que la tentation est forte de se dire je vais investir parce que je vais continuer à vivre, en fait. Je vais continuer à exister d'une manière sociologique. Je vais continuer d'être invité à des dîners parce que quand vous n'êtes plus patron de Nature Découverte, certes vous avez des sous, mais vous n'êtes plus patron de Nature Découverte. Donc il y a tout un tissu social et tout où vous avez moins de copains, de vrais copains, vous avez plus de gens intéressés, en tout cas, qui vous contactent. Et donc, la tentation est souvent d'investir très rapidement en se prétendant dirigeant d'entreprise. Oui, mais je connais bien la finance, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et en fait, les plus grandes paumes se font dans la première année, dans les 12 premiers mois. Donc, en général, très peu investir. Donc, nous, on a assez peu investi. J'ai pas totalement suivi les conseils de mon bon ami.
Mais on a investi dans peut-être 2 ou 3 entreprises sur des tout petits tickets au démarrage. Et puis dans la deuxième année, en revanche, on a été beaucoup plus conséquent. Tu peux nous parler des étapes finalement quand on voit que vous recevez donc une cinquantaine de dossiers par mois, qu'il y a un tri qui se fait. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des critères parce que vous avez un ADN très fort, une proposition de valeur qui est singulière et alignée avec avec vos valeurs. C'est quoi les critères justement de tri? Si tu peux nous en partager quelques-uns? Oui, c'était le deuxième conseil en fait. C'est pour ça. Le premier, c'était pas investir trop vite. Et le deuxième conseil, c'est d'investir quand même dans des entreprises avec une taille significative de chiffre d'affaires quand on démarre l'investissement. On peut vite se perdre en étant billet, business angel ou venture capitaliste ou ce qu'on veut. En tout cas, sur des investissements très risqués, sur des entreprises qui n'existent qu'en deck, en PowerPoint ou un tout petit chiffre d'affaires. Mais d'une certaine manière, nous, ce qui était important, c'est qu'on soit au board et qu'on soit quand même assez impliqué. Donc, je vais vous dire ce qu'on fait et pas distribuer des chèques un peu partout. En général, un business angel, il va investir entre 20 et 50 000 euros. Bon, nous, on disposait de sommes qui étaient plus conséquentes. C'est tant mieux pour nous, mais d'une certaine manière, on n'avait vraiment pas du tout envie de saupoudrer et on avait envie de s'investir sur ces entreprises. Donc, on a plutôt investi dans des entreprises qui ont une taille au moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, voire même qui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, Millet, c'est beaucoup plus conséquent, au Moustache aussi, et qui ont vraiment besoin de nous d'un point de vue opérationnel. Nous, on va beaucoup les aider sur 3 choses. La partie, évidemment, retail. Beaucoup de ces entreprises, je prends par exemple Millet, sont très dépendants, par exemple, de vendeurs tiers, des intersports, des grossistes, etc. Et donc, en fait, nous, aujourd'hui, on les aide sur la partie retail, online comme offline, parce que Nature Découverte était très développée également en online. Et donc ça, c'est le premier sujet. On connaît quand même très bien ce point. Le deuxième, c'est le marketing produit. En fait, chez Nature Découverte, on était très à l'écoute de nos clients et notamment pour créer des nouvelles niches, créer en fait sans arrêt une nouveauté dans l'offre, que ça soit en bien-être, en outdoor et autres. Et donc, en fait, on est très, très produit. Donc, en fait, on va accompagner nos dirigeants aussi sur le renouvellement de l'offre, le lancement de nouvelles niches, parce que je pense que mon équipe et comme ma famille, on est assez à l'affût justement de ce qui se passe, notamment à l'international, et pas mal au Japon et pas mal aux US. On a des bonnes antennes, des bonnes connexions sur ces 2 pays qui nous permettent justement d'être apporteurs notamment d'innovation sur la partie produit. Et puis le dernier point, évidemment, c'est la partie impact, RSE, ESG. On peut le décliner sur plein d'aspects, mais on a été avec Nature Découverte assez précurseur. On était plutôt à la page puisqu'on a été la deuxième entreprise B Corp en France, après Utopie qui a été le cabinet qui a installé B Corp en France. Donc on va dire première entreprise vraiment commerciale à le faire, première entreprise à avoir une double compta carbone euro en 2007. Donc tous les services de l'entreprise avaient un double budget en fait. Et puis première entreprise là je remonte au Moyen Âge pour beaucoup de nos auditeurs. En 1993, on était la première boîte qui a mis en place un rapport RSE. Alors, ça s'appelait pas la RSE en 93, ça s'appelait Arc-en-Ciel. C'est nous qui l'avions créé avec le cabinet Utopie, qui était de parler en fait de nos impacts, évidemment d'un point de vue social, mais d'un point de vue également environnemental et économique. Donc, on a été assez précurseurs et moi, j'accompagne avec Nouvelle Atlas ces entreprises sur la définition de leur mission, leur raison d'être, essayer de focuser aussi, c'est-à-dire ne pas essayer de cocher toutes les cases de l'ESG ou de la RSE, mais de prendre quelques combats, comme Nature Découverte a essayé de le faire. Nous, c'était la nature et la préservation de la nature. Donc, en fait,
le carbone, c'était très intéressant, mais nous, on a beaucoup travaillé la biodiversité, notre impact sur la biodiversité. Ce qui a fait qu'on a monté une fondation, par exemple, qui était très active. Donc moi, je peux accompagner aujourd'hui des entreprises qui souhaitent s'améliorer, en tout cas sur la RSE, mais on va les aider à flécher leurs donations, notamment s'ils veulent faire un fonds ou un fonds de dotation. On va les aider à choisir également d'un point de vue social, pas 36 000 indicateurs. Parce que c'est difficile de se battre aussi bien sur l'environnement que sur le social. Donc nous, sur le social, ce qui est très important, par exemple, dans les entreprises qu'on accompagne, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'actionnariat salarié. Donc on va beaucoup regarder comment peut-on développer le pourcentage du capital qu'il va être donné aux salariés, combien de salariés, quel pourcentage, ça c'est extrêmement important pour nous. Et puis évidemment, la baisse des émissions de carbone. Vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont engagées, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sur la compta carbone, donc ils comptabilisent. Il y a encore beaucoup de boulot à faire sur le scope 3, qui est, j'essaie de pas trop jargonner, mais grosso modo la production et l'utilisation des produits ou des services que vous faites, c'est à peu près 80 à 90% de vos émissions de CO2, c'est le scope 3. Et puis après, c'est comment on fait baisser ces émissions sans forcément uniquement mettre tout son argent dans la compensation, c'est-à-dire on va acheter des arbres, grosso modo, et parfois que des plantations d'arbres, donc c'est même pas des forêts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de faire un boulot où on baisse nous-mêmes de 20 à 30% de nos émissions, avec par exemple Millet, c'est ce qu'on fait, et puis ensuite à un moment on compensera. À un moment il y a un seuil incompressible qui fait que notre business forcément émet du CO2, et là on peut commencer à compenser. Mais il y a plein de marques, plein de multinationales qui aujourd'hui disent voilà, votre café il est neutre en CO2. Mais en fait, on fait aucun effort de baisse structurelle sur leur outil pour baisser le CO2. Ils achètent des arbres. Et surtout dans la loi biodiversité, je sais plus de 2017, je me rappelle plus, dans l'ordre, c'était éviter en premier, réduire en second et compenser en troisième. Sauf qu'effectivement, certaines entreprises ont allé directement au troisième, ce qui n'est absolument pas vertueux et qui n'a absolument aucun sens. Absolument. Alors ça, c'est aussi, je vois que tu connais bien, et c'est après le consommateur final, lui, quand il voit un café qui est neutre en carbone, c'est juste l'info qu'il lui faut, et il dit bon ça va. Et si on lui dit oui, mais alors attends, parce que nous on a réduit, puis ensuite on a évité, puis ensuite on a réduit, puis après on a compensé. Déjà le packaging ne tient pas, donc oui, voilà, c'est carbone friendly, ça a l'air très bien. Si on revient au sujet du family office, toi tu vois passer à peu près 600 dossiers par an. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des entrepreneurs qui voudraient lever des fonds ? Moi je pense, je suis toujours sur le développement durable, moi. Et le développement durable, c'est déjà de se dire comment tu vas te développer durablement, et donc c'est évidemment de craquer à une rentabilité de l'entreprise relativement rapidement. Alors, je mets des bémols à ce que je suis en train de dire, parce que l'impact social ou environnemental, parfois ça peut être des très gros investissements, ça peut être très long dans la prise en main d'une nouvelle techno, d'un nouveau service. Je pense au compost par exemple. Il y a des boîtes qui font du compost pour des villes. Tout ça, c'est des projets qui sont très longs, évidemment. Quand on parle des nouvelles énergies, c'est aussi très long. C'est le grand souci, c'est que à chaque fois, on a des projets qui demandent des investissements très lourds. Antoine, en fait, si on regarde dans le rétroviseur de ton parcours, est-ce qu'à un moment donné, tu as commis une erreur, et plutôt une grosse erreur, mais qui t'a servi évidemment, puisqu'on apprend de nos erreurs. Est-ce que t'as une expérience comme ça qui, sur le coup, a été un peu difficile dans les choix que tu as pu faire ? Oui, on a fait une erreur. Enfin, j'ai fait une erreur assez importante. Par exemple, quand on investit, il y a toujours un point qui est important à voir, c'est la sortie.
C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, vous êtes très engagé avec l'entrepreneur ou l'entreprise et vous dites c'est formidable ce que tu fais et on va mettre de l'argent et on va développer puis vous continuez à faire des tours. Mais en fait, il y a un moment où il est sain de sortir. Alors ce moment peut être pour des fonds, c'est en général 6-7 ans. Pour des holdings comme la nôtre, ça peut être une dizaine d'années. Mais en tout état de cause, moi j'ai fait un investissement comme ça auparavant dans un autre business. C'est une chaîne de librairie dans lequel nous n'avons pas évoqué la sortie. Donc en fait, on a été en accompagnement et en fait l'erreur, c'est que malheureusement cette chaîne a du mal et en fait vous souffrez longtemps dans un conseil sur lequel vous êtes très peu présent parce que vous détenez peu de parts en fait. Alors vous êtes au conseil, mais votre voix a moins de force que un actionnaire principal et vous n'avez pas de sortie. Donc en fait vous êtes ad vitam à souffrir avec cette entreprise. Donc toujours bien aborder. C'est les deux choses qui sont toujours les plus difficiles quand on parle d'investissement. C'est évidemment la valeur, voilà, combien vous rentrez dans une entreprise. Il y a toujours un peu de discussion autour de ça. Surtout sur les 2 dernières années ou 3 dernières années, ça a été de la folie en termes de valorisation. Et la deuxième chose, c'est ok, je veux bien rentrer, mais à quel moment en fait on peut commencer à parler de ma sortie et qui me sort. Voilà. Est-ce que c'est l'entrepreneur qui sort, enfin l'entreprise qui sort les business angels? Est-ce que c'est un nouveau venu? En tout état de cause, c'est une discussion qu'il faut vraiment avoir. Et toi, tu recommandes de l'avoir dès le départ, cette discussion? Ah ouais, c'est très important et maintenant j'essaie d'éviter cette erreur. Voilà, c'est pas une discussion très agréable, surtout quand on parle justement d'impact, de développement durable, d'accompagnement familial. Nous, ce que les gens viennent chercher, c'est quand même voilà des valeurs d'impact, d'écologie, de nature, de famille. Et on a plein d'élan et on est prêt à les aider, etc. Et c'est toujours délicat de dire oui, mais au fait, by the way, voilà, comment on sort. C'est un peu comme si vous abordiez un mariage et puis vous dites oui, mais en fait, est-ce que c'est possible de divorcer au bout de 6-7 ans, quoi. Bah, il y a le contrat de mariage, il y a le pacte d'associés, tu vois, c'est fait pour ça. Ouais, mais c'est toujours difficile de l'aborder avant. Ouais, bien sûr. Et encore une fois, il y a des clauses qui s'appliquent quand ça ne va pas bien. Le fait de sortir, c'est pas quelque chose qui doit être qui est générateur au moment où ça se passe pas bien. Je pense que c'est important de l'aborder et que la roue tourne. À un moment, surtout si vous êtes dans une jeune entreprise, en fait, à un moment, on vous dit, bah, j'ai fait le job de t'aider, de t'accompagner, et j'ai pris beaucoup de temps au-delà de l'argent que j'ai mis, parce que moi, j'aime pas rentrer dans une entreprise uniquement en mettant de l'argent. Je vais faire profiter l'entreprise du carnet d'adresses, du réseau, de coups de main aussi que mon équipe ici peut apporter. Mais à un moment, voilà, il faut que la roue tourne et il faut récompenser ceux qui ont fait confiance à l'entrepreneur au départ. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est mon père qui me l'a donné, qui m'a dit « Travaille beaucoup ta réputation ». Et d'ailleurs, j'aime bien le dicton que Marcel Bleustein-Blanchet, qui était le fondateur de Publicis, avait coutume de dire, qui était de dire « La répétition fait la réputation ». Dans le bon sens comme dans le moins bon sens. Et c'est vrai que quand j'ai commencé dans le monde professionnel, mon père m'a dit la réputation, c'est l'actif qui se travaille sur le long terme et qui peut se défaire en 1 seconde. Mais si tu le fais bien, ça va te faire gagner un temps monumental parce qu'on saura qu'Antoine Le Marchand ou que la famille Le Marchand, ce sont des gens qui sont bien, ce sont des gens qui sont corrects. Et donc, quand vous faites un deal avec eux, vous pouvez passer votre temps à regarder la moindre virgule dans un pacte d'actionnaires ou autre. Et vous vous dites, bon, c'est pas des gens qui vont me planter un coup de poignard dans le dos. Et je pense que la base d'un bon contrat, c'est d'abord une confiance réciproque. Et la confiance réciproque ne se fait que si déjà il y a une réputation qui précède. Et donc, quand on dit la répétition fait la réputation, bah voilà, si à un moment vous êtes connu pour
il y a des personnes qui avons bien fait les choses, ça facilite. Ouais, tu le dis, la réputation est un actif. Je reviens sur ce terme, c'est un actif immatériel de premier ordre au niveau stratégique, évidemment. Comment est-ce que tu vois le futur pour les investissements des family office pour les 3 à 5 ans? Je le vois assez florissant, l'investissement pour les family office. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les fonds qui sont nos concurrents en fait, alors qui peuvent être nos alliés, puisque encore une fois, on peut nous-mêmes investir dans des fonds, mais nous sommes aussi parfois sur les mêmes deals. Et les fonds étaient sur les dernières années plutôt en compétition contre nous, avec des valeurs qui parfois étaient bien plus fortes que celles qu'une famille comme nous est prête à payer. Nous, on est comme on dit family office, il y a famille et on a famille de commerçants, c'est notre ADN. Donc on avait tendance à être plutôt un peu moins disant sur les valeurs sur le court terme, mais je pense qu'on était mieux disant sur le long terme parce qu'on accompagnait, à mon avis, beaucoup plus les entrepreneurs. Là, pourquoi je vois qu'il y a un bel avenir pour les family office, d'abord c'est qu'ils décident beaucoup plus rapidement qu'un fonds. C'est-à-dire que en fait nous aujourd'hui, je vous ai dit qu'on recevait 5 à 600 deals, on est capable aujourd'hui de décider en 2 semaines à peu près d'investir ou pas, ou en tout cas de lancer une LOI. Et puis quand on fait une due diligence, on peut faire des due diligence assez rapidement parce qu'on a les équipes aujourd'hui in-house pour faire ça. Tout dépend de la boîte. Le deuxième truc, c'est pourquoi beaucoup d'avenir sur les family office, c'est elles peuvent décider rapidement, mais elles peuvent aussi investir plus long terme. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reçoit comme dossier? On reçoit beaucoup de dossiers d'impact, à impact. Et donc, en fait, comme je vous le disais auparavant, des dossiers d'impact sur l'énergie, la mobilité, la construction, tout ça, ce sont souvent des dossiers, ou même le social. L'impact social pour une meilleure éducation pour tous, l'intégration de populations migrantes qui arrivent, c'est des dossiers qui prennent du temps sur la rentabilité et les fonds d'investissement ne peuvent pas faire ça. Voilà. Mais moi, je les comprends, je leur jette pas la pierre. Nous sommes exigeants vis-à-vis des fonds d'investissement pour que la période d'investissement dure 5-6 ans, mais pas plus. Et nous, aujourd'hui, les familles sont très enclines à faire du long terme, donc décider rapidement, mais faire du long terme, parce qu'elles sont, je pense, elles sont guidées par leur vision long terme qu'elles ont eue auparavant avec leur entreprise, ou qu'elles peuvent avoir, parce que beaucoup de family office ont aussi encore leur entreprise opérationnelle à côté d'elles, et qui peuvent réfléchir à très long terme. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup de deals qui mettent du temps à être financés, et donc les fonds ont du mal à se décider, et notamment parce qu'il y a des gaps de valo, parce que c'est un peu comme une agence immobilière, grosso modo. La personne qui vend son appartement, elle est sur les prix d'il y a 2 ans, et puis les acheteurs, ils sont à l'inflation d'aujourd'hui et au taux d'emprunt d'aujourd'hui, et il dit non, moi madame, vous êtes bien gentil, mais c'est pas les prix d'il y a 2 ans. En fait, au niveau des entreprises, c'est exactement pareil, et donc les fonds vont beaucoup négocier, là où les familles veulent aller assez vite, vont peut-être un peu moins négocier avec les fonds, mais se retrouver sur d'autres clauses, des liquidations préférentielles ou autres. Donc beaucoup d'avenir, et puis il y a pas mal de sous. Dernier point, et ça c'est pas négligeable, c'est que les fonds qui se constituent aujourd'hui mettent beaucoup plus de temps à lever de l'argent. Un bon fonds mettait 6 à 8 mois pour lever de l'argent il y a 3 ans. Aujourd'hui, la durée moyenne, c'est plutôt 1 an et demi à 2 ans. Donc en fait, le closing d'un fonds, c'est dur. Surtout quand on parle d'impact et de tech et autres. Ouais, vous avez pas de sujet de closing de fonds puisque vous avez une poche qui est déjà constituée. Et justement, vous avez investi donc dans l'outdoor, que ce soit sur des marques ou sur des entreprises qui sont plus sur des sujets de tourisme. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'investissement dans des entreprises de ces 2 secteurs? Est-ce que c'est le sujet du temps, de la durée d'investissement dont tu nous as parlé, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Pour plusieurs choses. D'abord, en termes d'équipement,
vous avez beaucoup d'entreprises en fait passion. Je pense que dans l'outdoor, c'est avant tout un secteur de passion, de passionnés. Et vous avez très envie d'investir là-dedans, mais en fait, les marges ne sont pas si élevées que ça. Surtout si vous n'êtes pas en position de leader. Que ça soit du ski, de l'équipement de ski, de montagne ou autre. Quand vous n'êtes pas en position de leader, vous êtes en position d'outsider, et en fait, la position d'outsider consiste à aller gratter des parts de marché qui parfois peuvent coûter très cher, en promo, en solde, en machin. Bon, le métier notamment par exemple du vêtement dans l'outdoor, alors c'est moins volatile que le textile de rue du lifestyle, mais vous pouvez avoir des collections entières qui vous ruinent. Notamment vis-à-vis de votre besoin en fond de roulement, vous avez acheté du stock et puis finalement vous voyez que ça sort pas. En quelques mois, vous pouvez ruminer la trésorerie de votre entreprise parce que vous avez acheté des choses et vous ne recréez pas d'argent avec des produits qui ne sortent pas. Donc c'est assez volatile. Dans le tourisme, c'est long. En fait, les destinations, par exemple, à creuser, moi je pense à tous les opérateurs de cabanes. Je vais pas citer des noms, mais en tout cas, je sais que certains opérateurs de cabanes que moi j'ai approchés me disent on a beaucoup de mal à lever parce qu'en fait, un dossier pour installer un camping ou un parc de cabanes, c'est très très long. Et qu'en fait, un fonds, ça ne correspond pas à son horizon de temps. Il faut que les choses aillent beaucoup plus vite. Donc voilà, typiquement, tourisme, c'est quand même quelque chose qui intéresse plus les familles ou des institutionnels que des fonds d'investissement pour qui les délais d'instruction, de recours ou autres sont beaucoup trop longs. Merci beaucoup Antoine Lemarchand, CEO de Nouvel Atlas, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Mais je vous en prie, merci à vous. Voici les 3 points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que pour ceux qui voudraient créer leur family office, n'investissez pas la première année pour éviter les erreurs liées à la précipitation. Le deuxième point, c'est que investir dans une entreprise qui a une taille significative est essentiel et il faut que vous puissiez avoir un siège, éventuellement au board ou dans un comité stratégique, et surtout que vous ayez, au-delà de l'argent, une véritable valeur ajoutée en matière opérationnelle ou sur de l'expertise thématique ou sur du réseau, par exemple. Et enfin, le troisième point, c'est que la répétition fait la réputation. Donc, travaillez beaucoup sur votre réputation comme si c'était un actif professionnel, car il faut des années pour la construire et quelques secondes à peine pour la détruire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.